du docteur Selami Mustafa. Avant tout, je voudrais dire que je suis ravi d'être parmi vous dans cette belle ville de Béjaïa que j'aime beaucoup. Et je suis encore ravi, plus que ravi, d'être dans cette faculté, belle faculté que dirige mon ami Tliba Souheil. Je suis particulièrement honoré de présider ce jury et je remercie bien sûr le candidat de m'avoir associé à ce travail ainsi que son encadreur. Et le jury donc, est composé de M. Tliba Souheil, que vous connaissez, qui est professeur chef de service de neurochirurgie du CHU Béjaïa, de M. Ounouri, professeur Ounouri Khereddin, qui est professeur chef de service au CHU de Blida, professeur Zoubida Sarraj, qui est professeur chef de service au CHU d'Oran, M. Magharbi, professeur Magharbi, qui est professeur chef de service au CHU de Sidi Bel Abbas, et bien sûr le professeur Farid Boujnah, le professeur chef de service au CHU de Béjaïa, qui est votre encadreur. Je tiens d'abord à rappeler que cette thèse a fait l'objet d'une séance de pré-soutenance et que toutes les réserves ont été levées par le candidat, et donc les membres du jury ont attesté de façon unanime la soutenabilité de cette thèse. Je rappelle le candidat que vous avez 45 à 50 minutes pour exposer l'essentiel de votre travail et qu'à l'issue de votre présentation, donc les membres du jury vont bien sûr vous poser des questions, apporter des précisions, vous demander des précisions ou des remarques que vous allez bien sûr répondre, et en cas de difficulté, bien sûr, le professeur Boujnah, votre encadreur, est là pour vous aider. Mais je rappelle que c'est votre travail, c'est votre thèse. Vous avez la parole. Merci. Monsieur le Président, Messieurs et Mesdames les jurys, chers maîtres, chers collègues, honorable assistance, bonjour et soyez les bienvenus. Permettez-moi de vous présenter l'essentiel de mon travail sur l'étude de l'impact de la chirurgie sur la qualité de vie des patients porteurs d'une polypose naso-sinusienne. Pour cela, nous avons adopté le plan suivant. Une partie théorique qu'on abordera par une introduction, rappel anatomique, physiopathologie, clinique, évolution, traitement, et on terminera par la qualité de vie. Une partie pratique qu'on abordera par exposer notre problématique, les objectifs de notre étude, matériel et méthode, résultats, discussion, et on terminera par une conclusion et quelques recommandations. La rhinosinusiite chronique est l'une des pathologies les plus répandues dans le monde. Elle affecte environ 14% des personnes aux États-Unis. La polypose naso-sinusienne est une rhinosinusiite chronique qui est caractérisée par une dégénérescence odémateuse multifocale et bilatérale de la muqueuse des masses latérales de l'ethmoïde, se manifestant cliniquement par le développement de polypes dans les fosses nasales. La prévalence de la polypose naso-sinusienne est grossièrement estimée entre 1 et 4% dans la population générale, bien que la multiplicité des définitions suggère une surestimation. Le traitement reconnu de la polypose naso-sinusienne est avant tout médical, à base de corticoïdes. Le traitement chirurgical reste le recours après échec de traitement médical. De nos jours, la chirurgie endoscopique endonasale constitue le traitement de choix de la polypose naso-sinusienne. Dans l'optique d'évaluer la réponse aux différentes thérapeutiques, plusieurs outils sont à notre disposition. L'un de ces outils est les questionnaires de qualité de vie,
qui reflète le mieux les doléances du patient, la sévérité de sa pathologie et le gain post-thérapeutique. Le SNOT-22 s'avère l'outil le plus adapté et le plus spécifique pour les pathologies rénosinusiennes. Pour une meilleure compréhension de notre chirurgie endoscopique, une revue de l'anatomie endoscopique s'avère nécessaire. En s'aidant d'un endoscope 0 degré au 30 degrés, l'examen de la cavité nasale comporte 3 temps essentiels. Le premier passage de l'endoscope permet le repérage des différents éléments anatomiques de la cavité nasale, le septum nasal, les cornets inférieurs, moyens, supérieurs, les mias inférieurs, moyens, supérieurs, l'arche choanale, le cavum avec l'orifice tubaire. Le deuxième passage permet l'examen du mia moyen d'avant en arrière, l'examen de l'arche choanale, l'ostium du sphénoïde qui est à environ 1 cm de cette arche entre cornée supérieure et septum nasal. Le troisième passage permet l'examen de l'infundibulum ethmoïdal et le contenu du mia moyen. Après luxation douce du cornée moyen ou un passage derrière en avant, on peut voir d'avant en arrière la bosse lacrymale, le processus ensiforme, la bulle ethmoïdale. En biquant légèrement l'endoscope vers la paroi latérale, on peut voir l'ostium accessoire du sinus maxillaire. La résection partielle de l'ensiforme permet l'exposition de l'ostium maxillaire et l'exploration du sinus maxillaire. La résection totale de l'ensiforme permet l'exposition de récissus frontal après ouverture des cellules suprabulaires. La dissection du récissus frontal permet l'exploration du sinus frontal. La dissection de la base du crâne met en évidence les artères ethmoïdales antérieures et à environ 10 000 mètres derrière l'artère ethmoïdale postérieure. À travers l'ethmoïde postérieur, on peut accéder au sinus sphénoïdal. À l'intérieur de ce sinus sphénoïdal, on peut voir les reliefs de la carotide interne, les reliefs du nerf optique, du chiasma optique. Le sphénoïde peut également être abordé par le récissus sphénoïdmoïdal à travers son ostium naturel. Sur le plan physiopathologique, plusieurs théories sur la formation des polypes ont été publiées au cours de ces dernières années, allant de la théorie de l'adénomie du fibrome jusqu'à la théorie Evo-Devo, en passant par la théorie de la rupture épithéliale. De plus en plus de preuves suggèrent que la polypose naso-sinusienne est une manifestation clinique d'une possible coexistence de multiples facteurs immunologiques. Les mécanismes sous-jacents qui contribuent à l'inflammation nasale chronique observée dans la polypose naso-sinusienne ne sont pas complètement élucidés à l'heure actuelle. Divers groupes de recherche se sont concentrés sur l'exploration du rôle des cellules épithéliales de la muqueuse naso-sinusienne, du système immunitaire de l'hôte et des agents pathogènes pouvant jouer un rôle dans la pathogenèse de la polypose naso-sinusienne. On suppose qu'une barrière épithéliale naso-sinusienne altérée pourrait entraîner une exposition accrue aux agents pathogènes inhalés, aux antigènes et aux particules qui, dans le cas d'une réponse immunitaire dérégulée de l'hôte, pourraient favoriser une inflammation chronique. La particularité de l'intolérance à l'aspirine, c'est le blocage de l'une des voies de dégradation des phospholipides membranaires au profil des leucotriènes, qui sont des molécules pro-inflammatoires puissantes. Cliniquement, on commence par un interrogatoire à la recherche des expositions aux toxiques professionnels, à la climatisation, au tabac, les antécédents, le passé personnel et familial du patient quant à l'asthme et l'allergie et la polypose naso-sinusienne sont importants, l'histoire de la maladie, l'âge et le sexe du patient et les symptomatologies fonctionnelles qui se résument dans l'acronyme ADOR, A pour anosmie, D pour douleur faciale, O pour obstruction nasale, R pour rhinorrhée, E pour éternuement. L'examen physique, on commence par une inspection, une palpation, rhinoscopie antérieure et postérieure, mais l'examen endoscopique nous permet un meilleur examen des fosses nasales et un classement de notre polypose. En stade 1, si les polypes sont localisés au mia moyen, stade 2, si les polypes sont développés dans la fosse nasale mais ne dépassent pas la limite supérieure du cornée inférieur, et stade 3, si les polypes atteignent le plancher de la fosse nasale. Un bilan pneumoallergologique dans le but de rechercher une allergie associée, un asthme ou un problème pulmonaire latent est demandé. Un bilan d'imagerie à base d'une TDM qui est considéré comme l'indication de choix en matière de polypose naso-sinusienne pour les raisons suivantes. Elle précise d'abord l'étendue de la polypose et permet d'apprécier la réponse au traitement médical. Elle explore les cas de polypose atypique, ce qui permet de faire un diagnostic différentiel. Elle met en évidence l'existence d'anomalies anatomiques naso-sinusiennes. Elle recherche des complications pré- et post-opératoires. Elle guide le geste opératoire à effectuer. Elle évalue les récidives post-opératoires. Elle est considérée comme ayant une valeur médico-légale pour certains.
Pour un meilleur suivi à la TDM, de nombreuses classifications existent dans la littérature. Celle de l'Inde maquée est reconnue sur le plan international avec une cotation intéressant chaque sinus et le complexe ostéomyétal à droite et à gauche. La somme de toutes les cotations est de 0 à 24. Pour l'analyse des sinus, on attribue un score 0 si le sinus est sain, un score 1 si l'opacité est partielle à la TDM, un score 2 si l'opacité est totale. L'analyse du MIA moyen, on attribue un score 0 si le complexe ostéomyétal est perméable, un score 2 si le complexe ostéomyétal est dysperméable. La polypose naso-sinusienne peut évoluer de deux façons. Sans traitement, la polypose naso-sinusienne continuerait à évoluer et les polypes nasaux à prendre du volume jusqu'à extériorisation, soit par les narines non antérieures, soit par les couronnes dans le cavum. Une déformation de l'œuvre nasal peut être observée. Possibilité de complications locorégionales, exophthalmie, dacryocystite, mucoselle spontanée. La symptomatologie en particulier naso-sinusienne s'accentue, l'obstruction nasale et l'anosmie devient gênante avec un retentissement sur la qualité de vie du patient conduisant à un effet négatif sur sa vie socio-professionnelle. Sous traitement bien conduit et bien sûr une bonne observance par le patient qui est très importante, on arrive à stabiliser la pathologie polypeuse et à améliorer la qualité de vie des patients, en particulier après un geste chirurgical. Malgré un traitement médico-chirurgical bien conduit, les récidives restent malheureusement parfois inévitables et fréquentes, nécessitant des réinterventions itératives. Chaque symptôme répond différemment à la thérapeutique, en particulier chirurgicale. On a l'anosmie qui n'est pas toujours améliorée de façon nette après le traitement chirurgical, l'obstruction nasale le plus constamment et durablement améliorée, la rhinorrhée le plus souvent améliorée par le traitement chirurgical. On a les douleurs faciales qui sont d'évolution favorable en général dans le temps. L'évolution de l'asthme, plusieurs auteurs confirment la stabilisation de l'asthme après un traitement de la polypose. Et pour la qualité de vie, plusieurs auteurs également ont montré une amélioration de la qualité de vie des patients après traitement médical et après cure chirurgicale. Les récidives post-opératoires de la polypose naso-sinusienne sont malheureusement fréquentes. La revue de la littérature trouve des taux variables de récidive allant de 8% jusqu'à 66%. Le traitement de la polypose naso-sinusienne a pour but de désobstruer d'abord les fosses nasales permettant un meilleur passage de la corticothérapie locale, assurer une bonne ventilation et un bon drainage des sinus, diminuer la symptomatologie et améliorer la qualité de vie des patients, stabiliser les pathologies associées et prévenir les complications et les récidives. Ce traitement est avant tout médical et repose essentiellement sur la corticothérapie locale au long cours associée à des cures courtes de corticothérapie par voie générale. L'antibiothérapie peut être utilisée en cas de surinfection ou à titre préventif, les antihistaminiques en cas d'allergie associée, le lavage des cavités nasales au sérum salé ne se discute plus, la crinothérapie en particulier après un traitement chirurgical et les thérapies ciblées qui sont d'un coût excessif et en phase d'évaluation. Le traitement chirurgical nécessite d'abord une préparation préopératoire adaptée à chaque patient. Quant à la technique opératoire, on a la polypectomie qui est considérée il y a plusieurs années comme la meilleure technique chirurgicale, malgré le taux de récidive et de reprise chirurgicale qui était important. La chirurgie fonctionnelle endonasale qui est associée à la polypectomie, l'ouverture et le drainage de toute une partie du contenu ethmoïdal, ainsi que l'ouverture et le drainage à la demande des lésions des sinus frontal, maxillaire et sphénoïdal. Quant à la nasalisation, qui est une ethmoïdectomie radicale, ayant pour objectif une exentération complète du labyrinthe ethmoïdal osseux et muqueux, ne laissant que le toit ethmoïdal et la paroi orbitaire interne. Une stratégie thérapeutique sera définie pour chaque patient présentant une polypose naso-sinusienne en fonction d'abord de la gêne symptomatique du patient, du retentissement socio-professionnel du patient, de sa pathologie, des antécédents et des traitements antérieurs, de la réponse à la corticothérapie, soit on est devant une corticorésistance, soit une corticodépendance, soit carrément une contre-indication, effet secondaire de la corticothérapie. Du contexte des associations morbides, association d'un asthme, d'une intolérance à l'aspirine, d'une maladie de Vidal, d'une mucoviscidose, de l'extension des polypes et de leur caractère surinfecté, et bien entendu du choix du patient qui reste important. Pour la qualité de vie, selon les auteurs, la qualité de vie en général est définie en termes de position de vie,
de fonctionnement, de sentiments à propos du fonctionnement, d'existence et de différence entre le soi actuel et le soi idéal. Quant à la qualité de vie liée à la santé, elle est davantage définie en termes de fonctionnement, de sentiments à propos du fonctionnement, de la santé et de valeurs accordées à la durée de vie. En rhinologie, il est bien connu qu'il existe une faible corrélation entre l'imagerie, l'endoscopie et la symptomatologie. Les mesures de qualité de vie sont les meilleures approches de l'impact de la maladie sur le patient. L'impact de la maladie est défini par non seulement les symptômes nasaux, mais aussi par des questionnaires de qualité de vie qui donnent également un aperçu sur, par exemple, le sommeil du patient, les activités quotidiennes ou les conséquences émotionnelles de la maladie sur le patient. Quel instrument utiliser en rhinosinusites chronique? Plusieurs instruments sont disponibles, performants et validés pour l'évaluation de la qualité de vie dans les rhinosinusites chroniques. Cependant, le SNOT-22 est le plus facile à calculer et interpréter. À l'heure actuelle, c'est l'instrument de mesure de qualité de vie spécifique au nez et sinus le plus utilisé et de plus haute qualité. Le SNOT-22 contient 22 items, 22 questions, pour chacune un score de 0 à 5. Le score total est entre 0 et 110. Les scores les plus élevés représentent la pire qualité de vie et les plus bas la meilleure qualité de vie. 5 domaines de SNOT-22 ont été décrits et dans l'interprétation clinique des résultats. On a 3 domaines abordent les symptômes spécifiques à la maladie, les symptômes rhinologiques, extra-rhinologiques et les symptômes otologiques et faciaux. Et 2 abordent des aspects plus généraux de la qualité de vie. On a les troubles du sommeil et les troubles psychologiques. Notre partie pratique sur le terrain, nous allons l'aborder par l'exposition de notre problématique. L'efficacité de la chirurgie dans la polypose naso-sinusitienne a été démontrée par plusieurs auteurs. Mais la qualité de vie n'a été évaluée que par quelques études dans la littérature mondiale. En Algérie, il n'y a pas encore d'études qui traitent ce sujet et des questions restent encore en suspens. Quel est l'impact du traitement chirurgical par voie endoscopique endonasale sur la qualité de vie des patients présentant une polypose naso-sinusienne? Quel est le profil épidémiologique et clinique des patients présentant une polypose naso-sinusienne au niveau du service oral du CHU de Béjaïa? Quelles sont les modalités de prise en charge des patients présentant une polypose naso-sinusienne au CHU de Béjaïa? Quelle est la corrélation entre les scores des symptômes nasaux et la qualité de vie après un traitement chirurgical par voie endoscopique endonasale? Et quel est le bénéfice-risque lié à la chirurgie de la polypose naso-sinusienne par voie endoscopique endonasale? Pour répondre à ces questions, nous avons fixé des objectifs. Notre objectif principal était d'évaluer la qualité de vie des patients présentant une polypose naso-sinusienne avant et après une cure chirurgicale par voie endoscopique endonasale, en utilisant le questionnaire de qualité de vie SNOT-22. Nos objectifs secondaires étaient de fournir des données théoriques exhaustives sur le plan étiopathogénique, diagnostique et thérapeutique de la polypose naso-sinusienne, évaluer le profil épidémiologique et clinique des patients présentant une polypose naso-sinusienne et opérés au CHU de Béjaïa, montrer les modalités de la prise en charge de la polypose naso-sinusienne au CHU de Béjaïa, du diagnostic au traitement et les modalités de son suivi, montrer la corrélation entre les scores des symptômes nasaux et la qualité de vie après un traitement chirurgical par voie endoscopique endonasale, évaluer le rapport bénéfice-risque d'un tel acte chirurgical réputé dangereux en raison des rapports anatomiques des cavités naso-sinusiennes. Notre étude était menée dans le service oral de CHU de Béjaïa. L'étude ayant duré 36 mois, du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. Durant les 36 mois de cette étude, 75 patients ont été recrutés et opérés par voie endoscopique endonasale pour une polypose naso-sinusienne. 65 patients ont été retenus pour l'étude en raison de recul de 12 mois nécessaires pour l'application de notre protocole de suivi. Nous avons inclus dans cette étude tous les patients consultant pour une polypose naso-sinusienne au CHU de Béjaïa et pris en charge chirurgicalement durant la période de l'étude. Sont exclus les patients consultant pour une pathologie naso-sinusienne non polypose, les patients bénéficiant d'une prise en charge autre que la chirurgie endoscopique endonasale, les patients ne présentant pas d'indication opératoire et les patients opérés n'ayant pas atteint 12 mois de suivi post-opératoire. Nous avons réalisé une étude prospective, descriptive de cohorte, monocentrique, intéressant tous les patients consultants au CHU de Béjaïa pour polypose naso-sinusienne et opérés durant la période de 36 mois allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019.
Un questionnaire uniformisé est établi. Les réponses obtenues sont soit codées selon un mode binaire, oui ou non, soit des cases à cocher, soit des scores attribués. La saisie et l'analyse des données a été effectuée sur le logiciel IP-Info 353 du CDC d'Atlanta aux États-Unis. Les tableaux et les graphes ont été confectionnés soit sur le même logiciel IP-Info, soit sur l'Office Excel 2016. Au cours de cette étude, notre protocole de prise en charge a comporté 4 étapes. La première étape, c'était l'étape de diagnostic qui permet de faire un diagnostic positif de la polypose naso-synusienne et le recrutement des patients pour cette étude. La deuxième étape, c'est l'étape d'inscription du patient sur le programme opératoire et le renseignement de la fiche technique et des questionnaires de qualité de vie en préopératoire. La troisième étape, c'est l'étape de l'intervention chirurgicale au bloc opératoire du service ORL CHU de Bijaya. Et la quatrième et dernière étape, qui est la plus longue, constitue l'étape du suivi du patient et de contrôle régulier à 1 mois, 3 mois, puis tous les 3 mois jusqu'à 12 mois post-opératoire. La première étape, l'étape du diagnostic, se déroule en consultation après l'interrogatoire et un examen clinique ORL du patient. La mise en évidence des polypes dans les fosses nasales permet de retenir le diagnostic de polypose naso-synusienne. Une TDM naso-synusienne avec des coupes axiales, sagittales et coronales est systématiquement demandée en préparation de l'acte opératoire, puis le patient est convoqué pour l'étape suivante. La deuxième étape, c'est l'étape préopératoire qui se déroule dans le service ORL CHU de Bijaya. Après inscription du patient sur le programme opératoire, une fiche d'exploitation et un questionnaire de SNOT 22 sont remplis avec le patient en préopératoire, puis le patient est convoqué pour la troisième étape. La troisième étape, étape de prise en charge chirurgicale, se déroule au bloc opératoire d'ORL CHU de Bijaya, sous anesthésie générale, en décubitus dorsal avec un léger proclive. L'intubation a été orotrachéale avec un packing oropharyngé en place. Une hypotension contrôlée est demandée à l'anesthésiste. On mèche les fosses nasales par des mèches imbibées de xylocaïne nafazolinée. La colonne d'endoscopie, on l'installe en face vers la tête du patient. Les instruments d'endoscopie sont disposés sur une table, soit en face, soit à droite du chirurgien. Nous utilisons un endoscope 30 degrés et un set d'instruments d'endoscopie. La désinfection et la mise en place des champs qui laissent le front et les orbites se contrôlent dans le champ opératoire. Après exploration de la fosse nasale, on procède à une polypectomie permettant une désobstruction de la fosse nasale et une mise en évidence des repères importants pour la suite de notre chirurgie, en particulier les cornées et les MIA. L'inciformectomie est réalisée soit au décolleur, soit à la photodendoscopie, parfois en utilisant une pince à mont rétrograde derrière en avant. La myototomie moyenne avec élargissement de l'orifice de drainage du sinus maxillaire qui est vidé s'il est comblé en utilisant une aspiration coudée. L'ethmoïdectomie antérieure est débutée par l'ouverture de la bulle ethmoïdale. Toutes les cellules antérieures sont ouvertes et la muqueuse épluchée. L'ethmoïdectomie postérieure est entamée par ouverture de la racine cloisonnante du cornée moyen. On procède à l'ouverture de toutes les cellules postérieures et l'épluchage de la muqueuse. La sphénoïdotomie, le plus souvent, le sphénoïde est ouvert au niveau de la paroi antérieure à travers l'ethmoïde postérieur. Puis on procède à l'aspiration de son contenu s'il est comblé. La dissection des cellules antérieures suprabulaires permet l'ouverture du récissus frontal. Nous réalisons ensuite des aspirations atraumatiques du sinus frontal à l'aide d'une aspiration boutonnée fine. La turbinectomie moyenne est devenue systématique pour nous. Nous la réalisons au ciseau-d'endoscopie tout en préservant la racine d'insertion antérieure du cornée. La turbinoplastie inférieure, elle est réalisée à la demande au ciseau-d'endoscopie avec coagulation à la pince bipolaire. La septoplastie n'est réalisée que lorsque la déviation est gênante pour la réalisation de notre geste endoscopique. Nous la réalisons également sous endoscopie. Après nettoyage des cavités au sérum salé et contrôle de tout saignement vasculaire, nous procédons au michage des cavités naso-synusiennes au tulle gras. Après la fin de l'intervention, le patient est transféré en salle de réveil et les pièces de polypectomie adressées en histopathologie et au laboratoire d'anatomie de médecine pour étude des caractéristiques immunologiques des polypes. Le lendemain, le patient est démiché avant sa sortie. Si une septoplastie est associée, on retarde le démichage au 5e jour.
La quatrième étape, c'est l'étape de suivi post-opératoire. Se déroule toujours dans le service oral du CHU de Béjaïa. Le patient est convoqué pour un contrôle médical, renouvellement de son traitement médical et pour remplir le questionnaire SNOT 22, 1 mois, 3 mois, 6 mois, 9 mois, puis 12 mois post-opératoire. Les résultats de notre étude, nous les avons partagés en aspect épidémiologique, aspect clinique, paraclinique, aspect thérapeutique et aspect évolutif et qualité de vie. L'âge moyen de nos patients était de 42 ans. L'âge moyen de nos patients de sexe féminin était de 38 ans. Pour les patients de sexe masculin, il était de 44 ans. La tranche d'âge la plus représentée dans notre étude était entre 30 et 50 ans. On avait une prédominance masculine avec un sexe ratio de 1,41. L'origine était rurale dans 73,80% des cas. Les habitudes toxiques retrouvées chez 24,6% de nos patients. On a eu 12 patients tabagiques et 4 patients alcoolotabagiques. Les antécédents médicaux étaient retrouvés chez 63,1% de nos patients. On a eu 35 patients asthmatiques, 23 patients intolérants à l'aspirine et 17 patients avec une maladie de Vidal. Les antécédents chirurgicaux retrouvés dans 21,5% des cas. On a retrouvé des patients qui ont bénéficié d'une polypectomie dans leur histoire et 4 patients d'une chirurgie naso-sinusienne sans précision. Les antécédents familiaux retrouvés dans 30,8% des cas. On a eu 4 notions familiales de polypose naso-sinusienne, 7 patients avec notion familiale de polypose et d'atopie et 9 patients avec notion familiale d'atopie. L'âge moyen au diagnostic de nos patients était de 32 ans et le délai moyen de prise en charge de nos patients était de 9 ans. Concernant les signes fonctionnels ADA, on a eu pour l'obstruction nasale, 65 de nos patients avaient une obstruction nasale, 63 de nos patients avaient une anosmie, 57 de nos patients une rhinorrhée, 55 de nos patients des éternuements et 32 de nos patients des douleurs faciales. L'atteinte était bilatérale pour tous nos patients. Pour l'hypertrophie du cornée inférieur, elle était à droite dans 3,1% des cas, à gauche dans 10,8% des cas et d'une façon bilatérale dans 23,1% des cas. Le stade de la polypose chez nos patients était à droite, on a eu un stade 3 dans 87,7% des cas, un stade 2 dans 7,7% des cas, un stade 1 dans 4,5% des cas. Pour à gauche, toujours le stade de la polypose, il était un stade 3 dans 80% des cas, un stade 2 dans 13,8% des cas, un stade 1 dans 6,7% des cas. La surinfection a été retrouvée chez 24,6% de nos patients, la déviation de la cloison nasale dans 53,8% des cas. Le score Linde-Mackay à la TDM, la moyenne du score Linde-Mackay à la TDM était de 18,71. Le bilan pneumologique était demandé chez 52,3% de nos patients. Tous nos patients étaient traités par corticothérapie locale et générale. On a recensé 45 cas de corticodépendance, 28 cas de corticorésistance et 3 cas d'intolérance ou de contre-indication à la corticothérapie. Nous avons réalisé 36 nasalisations et 29 chirurgies fonctionnelles. La septoplastie était associée chez 6 patients et le traitement post-opératoire était à base d'antibiotiques, de lavage au sérum salé, lavage des cavités d'ethmoïdectomie au sérum salé, corticothérapie pour tous nos patients. Le démichage était AG1 pour 62 patients et AG5 pour 3 patients. On a recensé 4 complications préopératoires. On a eu 2 perforations septales et 2 synéchies. En péropératoire, on a eu 3 complications. Un issue de graisse orbitaire et 2 hémorragies contrôlées par coagulation bipolaire. En post-opératoire, on a eu 4 complications, 3 perforations septales et 1 synéchie post-opératoire. Les récidives étaient retrouvées chez 13,8% de nos patients. Selon la pathologie associée, 33,3% de nos récidives étaient retrouvées chez les patients avec une maladie de Vidal, 55,6% de nos récidives chez les patients asthmatiques et 11,1% de nos récidives chez des patients allergiques. Selon le type de geste endonasal réalisé, on a eu 5 récidives en cas de nasalisation et 4 récidives pour les patients ayant bénéficié d'une chirurgie fonctionnelle.
L'évolution des scores de qualité de vie pour le score total, on a eu en préopératoire 49,41, un score à 1 mois post-opératoire de 12,14, à 3 mois post-opératoire de 10,31, à 6 mois post-opératoire 9,35, à 9 mois post-opératoire 12,21, à 12 mois post-opératoire 12,63. Concernant le score des 5 domaines de SNOT 22, on a eu à un mois une nette amélioration des scores de qualité de vie par rapport aux scores enregistrés en préopératoire et un maintien de ces scores à 3 mois post-opératoire, 6 mois post-opératoire, 9 mois et 12 mois post-opératoire. Concernant les symptômes rhinologiques, on a eu également une nette amélioration des scores à un mois post-opératoire par rapport à ce qui a été enregistré en préopératoire, avec un maintien de ces scores à 3 mois, 6 mois, 9 mois et 12 mois, avec une légère dégradation de score, perturbation de l'odorat. La polypose naso-sinusienne est une pathologie de l'adulte jeune avec prédominance masculine. L'âge moyen de nos patients se rapproche de ce qui a été retrouvé dans la littérature dans des études similaires. L'étude de Bonfils en France, au Royaume-Uni, Adnan au Maroc, au Brésil. Il a été suggéré que l'incidence de la polypose naso-sinusienne augmente avec l'âge et que sa fréquence atteint un pic chez les patients de 50 ans et plus. La prédominance masculine également était constatée dans notre étude et dans la majorité des études de la littérature. Quant à l'origine, Krompet, dans son étude française publiée en 2001, ne retrouve pas de différence significative entre les patients d'origine urbaine et ceux d'origine rurale. Des constatations de notre étude ont pu qualifier la polypose naso-sinusienne de pathologie affectant beaucoup plus les populations d'origine rurale plus qu'urbaine, mais des études plus approfondies sont nécessaires avant de tirer des conclusions. L'intoxication tabagique et surtout alcoolique est connue pour ses effets congestionnants et odémateurs sur la muqueuse nasale, aggravant ainsi l'obstruction nasale. L'association d'un asthme et ou d'une intolérance à l'aspirine est caractéristique de la maladie polypose. Nous avons des résultats proches de ce qui a été enregistré par Bonfils en France et Adnan au Maroc, en particulier pour le taux de patients asthmatiques. L'âge moyen diagnostique de nos patients était proche de celui de Jaume en Iran. Par contre, on remarque dans l'étude de Larsen au Danemark une population plus âgée que la nôtre, ce qui peut expliquer ces âges diagnostiques dans les deux études. Le délai de prise en charge chirurgicale élevé dans notre étude peut être expliqué par le retard d'abord de consultation des patients d'une part et d'une autre part le retard dans la programmation et la prise en charge de ces patients. Dans notre étude et pour la plupart des auteurs, l'anosmie, l'obstruction nasale et la rhinorrhée sont les signes fonctionnels les plus caractéristiques de la polypose naso-sinusienne. Dans les seules études s'ayant intéressé au côté de l'atteinte et au stade de la polypose naso-sinusienne, Jaume retrouve 54,2% de cas d'atteinte bilatérale. Bonfils dans son étude retrouve un stade 1 chez 20,8% des cas, un stade 2 chez 35,1% des cas et un stade 3 chez 44,2% de ces patients. De notre étude, l'atteinte était bilatérale pour tous nos malades et le stade 3 était prédominant, ce qui est expliqué par les critères de sélection des malades pour notre étude. La tomodensitométrie constitue l'exploration de champs en matière de polypose naso-sinusienne. Selon la classification de Lindmacher, nos résultats sont comparables à ce qui a été retrouvé dans la littérature, en particulier dans l'étude de Bonfils en France et de Adnan au Maroc. La polypose naso-sinusienne est l'exemple type d'une pathologie à prise en charge médico-chirurgicale. Dans la littérature internationale, tous les auteurs s'accordent sur la nécessité d'un traitement médical avant toute intervention chirurgicale. Dans notre étude, l'objectif de la corticothérapie était double. D'une part, pour améliorer la symptomatologie clinique de nos patients, avant de les déclarer incontrôlables avec un traitement médical et de leur proposer un traitement chirurgical. D'une autre part, pour préparer une intervention chirurgicale et les opérer dans de bonnes conditions. Mais la polypose naso-sinusienne est connue pour ses résistances au traitement médical, d'où l'intérêt de sensibiliser les médecins sur les limites du traitement médical dans cette pathologie, les complications et effets secondaires du traitement corticoïde, de proposer à temps l'indication et de poser à temps l'indication opératoire. Le choix de la meilleure technique à adopter reste difficile et dépend de plusieurs facteurs, entre autres les habitudes du chirurgien, les préférences du patient et la présentation de la maladie elle-même. Il y a des auteurs qui préfèrent réaliser des polypectomies,
d'autres ne réalisent que des chirurgies fonctionnelles, d'autres réalisent des nasalisations. De notre part, nous avons réalisé des chirurgies fonctionnelles et des nasalisations. Malgré l'efficacité de la chirurgie dans le traitement de la polypose insulinisienne, l'amélioration est souvent temporaire et a tendance à se dégrader avec le temps. La chirurgie radicale est connue pour avoir des résultats plus stables dans le temps. Nous avons commencé à réaliser des chirurgies fonctionnelles au début de notre pratique et puis vu la non-satisfaction des résultats sur le plan clinique de notre part et de la part de nos patients, nous avons opté pour la nasalisation. La majorité des auteurs s'accordent sur la réalisation d'une myototomie moyenne associée à une ethmoïdectomie antérieure et postérieure. Les autres sinus ne sont ouverts qu'à la demande pour la plupart des auteurs. Des gestes supplémentaires sont également réalisés à la demande pour la plupart des auteurs, en particulier la turbinoplastie inférieure et la septoplastie. Quant à la résection du cornet moyen, elle reste toujours dans la littérature un sujet de controverse. Plusieurs auteurs, par contre, démontrent l'intérêt de sa résection sur le contrôle des récidives et l'amélioration de l'olfaction post-opératoire. La chirurgie endoscopique endonasale est réputée d'être associée au risque le plus élevé de complications. Ces complications sont le plus souvent mineures, mais parfois elles peuvent être majeures, avec des conséquences fonctionnelles et parfois vitales. Elles sont avant tout liées à la situation anatomique des cavités naso-sinusiennes qui ont des rapports directs avec l'orbite et son contenu, la cavité crânienne antérieure et des éléments vasculo-nerveux importants comme la carotide interne et le nerf optique. Quant aux soins post-opératoires, la durée de méchage a une importance non négligeable dans la réduction des douleurs post-opératoires quand le déméchage est réalisé dans les 24 heures. Ça évoque la réduction de l'inconfort post-opératoire par la technique de non-méchage des fosses nasales, mais à condition de réveiller le patient rapidement pour éviter un saignement important. Pour nous, nous adoptons la méthode de déméchage précoce dans les 24 heures. Il est admis que la polypose naso-sinusienne est une pathologie dont la tendance à la récidive est fréquente. Même après une chirurgie radicale, la plupart des auteurs s'accordent sur le délai minimum de 6 mois avant de parler de récidive endoscopiquement visible. Il paraît que le taux de récidive augmente avec le temps. Selon la pathologie associée, les Herbeck et d'autres auteurs ne retrouvent pas d'association entre l'état atopique et la gravité ou la récurrence de la maladie polypose. Meng constate que le groupe de récidive de polypose naso-sinusienne avait une prévalence plus élevée de l'asthme que le groupe de non-récidive. Rosati retrouve que l'association d'un asthme et d'une intolérance à l'aspirine semble significativement plus fréquente dans la polypose récidivante nécessitant une révision chirurgicale que dans les polyposes non récidivantes. Plusieurs auteurs suggèrent que les récidives de polypose naso-sinusienne sont plus élevées chez les patients souffrant d'un asthme seul ou d'une maladie de Vidal. De ces constatations relatives aux résultats de notre étude et des suggestions de la littérature, on peut considérer que la présence d'un asthme bronchique ou d'une maladie de Vidal constitue un facteur favorisant la récidive post-opératoire de la polypose, ce qui peut motiver le choix d'une technique chirurgicale plus radicale et plus agressive dans la prise en charge de ces patients. Quant au geste endonasal, dans la littérature, on constate qu'une chirurgie plus étendue diminue le risque de récidive. Jankowski rapporte que la technique de nasalisation pour polypose naso-sinusienne était associée à moins de récidives comparée à l'ethmoïdectomie fonctionnelle. Jiménez, quant à lui, n'a pas constaté de différence significative dans la survenue des récidives entre chirurgie fonctionnelle et nasalisation. Pour nos patients, on n'a pas retrouvé également une différence significative dans la survenue de récidives, quel que soit le geste chirurgical pratiqué, ce qui est probablement expliqué par le choix de nos patients pour une nasalisation qui sont dans la plupart des cas porteurs d'une maladie de Vidal, connue pour ses polypes résistants thérapeutiques et pour sa tendance à la récidive même après un traitement, un geste radical. Les scores de qualité de vie préopératoire sont un prédicteur significatif pour le choix de la meilleure prise en charge chirurgicale. Nous avons eu presque les mêmes scores préopératoires que la littérature dans plusieurs études. Descamps conclut que les troubles psychologiques et les troubles de sommeil sont les domaines de SNOT-22 les plus susceptibles d'avoir une plus grande influence sur les patients à opter pour un traitement chirurgical que les autres domaines de questionnaire SNOT-22. Dans la littérature, des études ont démontré l'amélioration précoce des scores de qualité de vie chez les patients atteints de rhinosinusites chronique avec ou sans polype, après une intervention chirurgicale.
On a eu les mêmes constatations de notre étude avec une nette amélioration de la qualité de vie à un mois post-opératoire. Hopkins, en 2015, conclut à une amélioration des scores de qualité de vie à 3 mois post-opératoire après une chirurgie endoscopique endonasale pour une rhinosinusiite chronique. Dans la littérature, une amélioration a été retrouvée pour tous les domaines du SNOT-22 chez les patients traités médicalement et ceux traités chirurgicalement. Mais une amélioration l'amélioration la plus importante est retrouvée chez les patients ayant choisi un traitement chirurgical. Nous avons constaté une stabilité des scores SNOT-22 dans notre étude à 3 mois post-opératoire. À 6 mois post-opératoire, on constate le maintien de la meilleure qualité de vie déjà enregistrée. Les auteurs ont constaté que les symptômes les plus fréquents et les plus sévères étaient l'obstruction nasale, la rhinorrhée postérieure et l'anosmie et les douleurs faciales. Ils ont pu démontrer l'existence d'une amélioration des scores des symptômes après chirurgie. D'autres constatent que l'obstruction nasale et l'anosmie étaient les symptômes les plus fréquents et les plus sévères. Dans la rhinosinusiite chronique, le besoin de se moucher était le troisième symptôme le plus sévère pour la plupart des auteurs. À 12 mois post-opératoire, on peut dire que nos résultats sur la qualité de vie après une chirurgie endoscopique endonasale se sont stabilisés entre 6 mois et 12 mois post-opératoire. Il paraît que des patients avec des scores préopératoires élevés ressentent mieux l'amélioration de la qualité de vie après chirurgie comparée aux patients avec des scores modérés. Ardas, Saïdi et autres concluent qu'à 12 mois post-opératoire, la chirurgie endoscopique endonasale a été significativement associée à l'amélioration de la qualité de vie des patients atteints de rhinosinusiite chronique avec des polypes. La majorité des symptômes rhinologiques ont connu une irrigation après chirurgie. De plus, Hopkins retrouve une stabilisation relative des scores SNOT-22 à 3 mois, 12 mois et 36 mois après une chirurgie de polypose nasosinusienne. La rhinorrhée et l'hyposmie sont les symptômes les plus retrouvés au suivi tardif au-delà. Quelle que soit la technique opératoire choisie. Quant à la déviation de la cloison nasale, pour optimiser la perméabilité nasale et améliorer l'accès chirurgical, la septoplastie est généralement réalisée pendant la chirurgie endoscopique endonasale. Les auteurs ont remarqué une meilleure qualité de vie des patients opérés pour rhinosinusiite chronique par voie endoscopique associée à une septoplastie par rapport aux patients sans septoplastie. Dans notre étude, nous avons constaté des scores de qualité de vie meilleurs chez les patients sans déviation de la cloison nasale par rapport à ceux avec déviation post-opératoire précoce et tardif. Par rapport aux récidives, nous constatons que les scores de qualité de vie étaient meilleurs dans le bras absence de récidive que dans le bras récidive à 12 mois post-opératoire. Cette dégradation des scores est expliquée par la reprise de la symptomatologie clinique après apparition de ces récidives. En conclusion, la polypose nasosinusienne est une pathologie inflammatoire complexe et invalidante, caractérisée par sa tendance à la récidive malgré un traitement médico-chirurgical bien conduit. La chirurgie endoscopique endonasale a révolutionné sa prise en charge chirurgicale à côté d'une corticothérapie qui constitue le traitement de référence de la polypose nasosinusienne. Dans notre étude, nous avons suivi pendant 12 mois 65 patients que nous avons opérés par voie endoscopique endonasale pour une polypose nasosinusienne. Au cours de cette étude, nous avons pu confirmer que cette pathologie est spécifique à l'adulte jeune, de préférence de sexe masculin, avec un âge moyen de 42 ans. Que c'est une pathologie de diagnostic clinique, se manifestant le plus souvent par une obstruction nasale et des troubles de l'odorat, et que la TDA ne nous sert que d'une cartographie incontournable avant le traitement chirurgical. À l'aide du questionnaire SNOT-22, nous avons pu évaluer la qualité de vie de nos patients en pré- et post-opératoire et avons pu confirmer que quel que soit le geste chirurgical choisi,
la qualité de vie est meilleure en post-opératoire précoce et tardif. La stabilité des résultats obtenus par cette chirurgie était confirmée dans notre étude à 12 mois post-opératoire pour la plupart de nos patients et à 24-36 mois pour nos premiers malades. La survenue de complications ne doit pas contribuer à donner une idée fausse sur une intervention qui, entre de bonnes mains, permet à elle seule d'améliorer la qualité de vie d'un grand nombre de patients, vu la faible incidence des complications retrouvées dans notre étude. Si la récidive de cette pathologie est presque inéluctable, l'association à un asthme ou une maladie de Vidal constitue des facteurs favorisants et que le questionnaire de qualité de vie SLOT22 peut constituer un outil intéressant pour prédire leur survenue. Cependant, des questions restent encore en suspens sur l'impact que peut avoir l'origine rurale ou urbaine sur l'incidence de la polypose nasogénusienne. Charge afin d'améliorer cette charge et de réduire les délais. Pour les médecins spécialistes ORL, sensibiliser les médecins et les malades sur les effets secondaires des corticoïdes et favoriser le suivi chez un seul et unique médecin, de préférence référent dans le domaine de la rhinologie. Proscrire l'utilisation des corticoïdes retard dans la prise en charge de la polypose nasogénusienne, vu le nombre de complications qu'il provoque à nos jours. Apprendre aux patients la bonne façon d'utilisation des traitements locaux, corticoïdes et sérum intranasal, afin de prévenir les effets indésirables de leur mauvaise utilisation. Favoriser les traitements corticoïdes périopératoires afin d'améliorer les conditions péropératoires et d'offrir un meilleur confort aux chirurgiens. Favoriser la chirurgie radicale chez les patients asthmatiques qui souffrent de la maladie de Vidal pour avoir un meilleur contrôle sur leur polypose nasogénusienne. Favoriser la résection partielle du cornée moyen afin de diminuer le risque de récidive post-opératoire précoce et améliorer l'olfaction post-opératoire. Favoriser la réparation d'une éventuelle déviation septale en même temps opératoire afin de procurer de meilleures conditions péropératoires pour le chirurgien et une meilleure qualité de vie post-opératoire pour le patient. Utiliser le SLOT22, le questionnaire SLOT22 comme moyen d'aide au choix de la meilleure thérapeutique adaptée à chaque patient et l'aider à comprendre ce qui a attendu de chirurgie et son clinique. Du dossier médical du patient, à renseigner avant tout examen clinique pour aider le patient à mieux cerner les doléances du patient afin d'optimiser leur prise en charge. Pour les responsables des structures de soins, mettre à la disposition des médecins spécialistes ORL les moyens matériels et humains nécessaires à la prise en charge de cette pathologie handicapante, informatiser le dossier médical du malade afin de faciliter le suivi des patients et la collecte des données pour une meilleure prise en charge, informatiser ce questionnaire de qualité de vie et le proposer sur un réseau d'accès à distance pour permettre aux patients de le remplir à distance et aux médecins de suivre son évolution sous forme de graphe en temps réel. Pour les autorités compétentes, revoir les registres de maladies chroniques et des assurances maladies afin d'introduire et de reconnaître la polypose nasogénusienne comme maladie chronique. Et je vous remercie pour votre attention.